Bonjour à tous, bonjour et un grand merci d'être là et d'expérimenter avec nous cette rencontre avec Alexis Ziragugno dans des moyens un peu étranges et nouveaux. Merci Alexis Ziragugno d'avoir accepté, on va dire avec enthousiasme, de participer Bonjour à cette expérience. Alors écoutez, pour les plus anciens d'entre vous, les plus anciens clients d'entre vous, ça fait 14 ans qu'on partage énormément de choses, mais jamais sans doute on a partagé un quotidien aussi semblable les uns et les autres, et peut-être jamais aussi le besoin et le plaisir de la lecture n'a été aussi fondamental pour nous. Alors, bienvenue à tous et bienvenue chez moi, puisque là, chez vous, et que c'est plutôt sympathique. Alors, même si à la librairie, c'est sympa aussi. Je vais faire un petit tour de table pour présenter un petit peu tout le monde. Donc, d'abord Alexis Ziragugno, qui a déjà eu l'occasion de nous saluer. Vincent qui va animer principalement cette rencontre, puisque c'est Vincent qui a été le premier à la librairie à lire Opus 17 et qui a été un de ceux qui l'ont proposé pour le prix libraire en scène. Aude qui est là et qui va servir d'interprète à tous ceux d'entre vous qui nous suivent à travers Facebook, à travers le Facebook Live, qui dans les commentaires peuvent poser des questions et faire des remarques qu'elle reprendra éventuellement. Et puis alors merci particulier à Pierre-Olivier et à Béatrice, qui sont donc deux lecteurs clients de la librairie que plusieurs d'entre vous connaissent et qui ont accepté de participer à cette expérience également. Donc en fait, on va s'organiser autour, en se recentrant sur la partie entretien avec Alexis, donc en disant un petit coucou à Béatrice et à Pierre-Olivier qui nous rejoindront donc au moment des questions, assez traditionnellement. Et puis Aude qui va s'atteler à sa tâche de suivi sur Facebook. Alors, en termes de plan, donc ça va être effectivement entretien autour du parcours d'Alexis et puis du livre, questions, et puis dans un dernier temps, je reprendrai un peu la parole pour vous dire un petit peu des nouvelles sur le prix, sur le planning qu'on a un peu revu et sur la suite des événements autour de la librairie. Voilà, un dernier merci encore à Thibaut, que vous ne voyez pas, qui est derrière le petit cartouche où il y a les rencontres dédicaces. C'est lui qui est notre maître d'œuvre technique de cette soirée et qui vous met le petit message. Posez vos questions en commentaire sous la vidéo quand vous êtes sur Facebook. Voilà, je cède la parole à Vincent et à Alexis. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Alexis, merci d'avoir accepté cet entretien. Alors on est ici pour présenter Opus 77, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, moi j'aurais voulu connaître un peu votre parcours et savoir notamment ce qui vous a donné envie de devenir écrivain, ce qui vous a poussé à écrire. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, en fait j'ai commencé à écrire vers l'âge de 20 ans et l'envie première c'était le théâtre. Moi, j'ai fait des études de commerce, j'ai fait une école de commerce parce que je viens d'une famille où la tradition, c'était plutôt le monde de l'entreprise. Et puis, j'ai pris conscience de mon envie d'écrire et de ma passion pour la lecture, d'abord, à l'adolescence. Et puis, vers 22, 23, 24 ans, j'ai commencé à faire du théâtre en amateur. Et c'est là que j'ai réalisé que je voulais véritablement passer ma vie à faire du théâtre et en particulier à l'écrire. Et donc, à l'âge de 25 ans, j'ai quitté l'emploi que j'occupais. Je travaillais dans la communication à ce moment-là pour faire une école d'art dramatique à Paris. Et ça a été l'occasion d'essayer plein de choses. Déjà de découvrir énormément de textes, de m'essayer à la mise en scène, à la technique, à la direction d'acteurs et aussi à l'écriture. Donc, en fait, ces années d'école de théâtre ont été des années laboratoires, on va dire. Et ensuite, j'ai passé quand même une bonne douzaine d'années après l'école de théâtre à écrire, à jouer et à mettre en scène, mais surtout à écrire. Et donc, j'ai souvent l'habitude de dire que le théâtre a été mon école d'écriture,
en ce sens que j'ai commencé par le dialogue théâtral et j'ai eu cette grande chance, très grande chance, de pouvoir travailler avec les metteurs en scène et les comédiens qui allaient incarner les textes que moi j'avais imaginés. En tant que dramaturge, parfois en tant que metteur en scène, j'ai pu réellement voir si les textes que j'avais imaginés passaient l'épreuve de la scène, et notamment l'épreuve de l'oralité. Et donc ensuite, quand je suis passé à l'écriture romanesque, c'est quelque chose que j'ai quand même plutôt conservé, ce côté oral, ce côté plutôt musical, en fait, qu'on retrouve pas mal dans Opus 77. Mais tout ça vient vraiment du théâtre. Mon école d'écriture a été le théâtre. Donc vous avez commencé par le théâtre, vous êtes venu ensuite au roman, mais qu'est-ce que la forme romanesque vous a apporté par rapport au théâtre? Et pourquoi avoir finalement écrit des romans par la suite? Alors, il me semblait que, bon, je crois que c'était une envie qui remontait d'assez loin, parce que quand le premier contact qu'on a avec la littérature, quand on est jeune adolescent, on va dire, ça se fait quand même plutôt par le roman. Ça se fait par le bon vieux livre de poche ou le bon vieux folio où on découvre des classiques qui nous emballent. Donc c'est quelque chose qui me trottait dans la tête, y compris pendant mes années d'écriture théâtrale. Et puis c'est vrai qu'il y a eu plusieurs choses à la fin de la période théâtrale. D'abord, j'avais envie d'explorer une palette de couleurs différentes. Et c'est vrai qu'au théâtre, on a cet outil principal qui est le dialogue. Et dans le dialogue, ça inclut le silence, évidemment. Mais avec le roman, on a quand même une palette de couleurs un petit peu plus large, notamment la possibilité d'explorer l'intériorité de ces personnages, chose qu'on n'a pas forcément la possibilité de faire au théâtre. Je retiens toujours cette phrase de l'auteur de théâtre Bernard-Marie Coltès, qui disait au théâtre, un personnage ne dira jamais « je vais mal », il dira plutôt « je sors faire un tour ». Au théâtre, on ne peut pas vraiment expliquer les choses. Bien sûr, on a cette convention assez ancienne du monologue, qui date plutôt du théâtre classique et qu'on n'utilise plus tellement maintenant. Et donc, pour explorer vraiment les pensées du personnage, on n'a pas tellement cette possibilité-là au théâtre. Le roman offre cette possibilité-là. Et puis, il y avait aussi l'aspect tout simplement longueur, c'est-à-dire, on va dire que le théâtre, c'était une course de demi-fond, et puis j'avais envie aussi de m'attaquer au marathon. C'est-à-dire à la possibilité de montrer toute la complexité des choses, toute la complexité d'un personnage, toute la complexité d'une intrigue. Et pour ça, ma foi, on a besoin de longueur. On a besoin de longueur. C'est vrai que quand on a 200, 300, 400, 500 pages à sa disposition, on a davantage la possibilité, on va dire, d'explorer toutes les nuances de gris entre le blanc et le noir, et donc de montrer toute la complexité. Par exemple, la complexité d'un choix moral. C'est une question qui occupe beaucoup mon travail de romancier, le choix moral. Quand j'écris un roman qui se passe à la fin de la Seconde Guerre mondiale entre des résistants et des collaborationnistes, cette question-là du choix moral, elle est très complexe, et c'est important d'avoir le temps et la place pour montrer toute la complexité d'un choix moral, surtout à cette période-là. Très bien, merci. Alors, je vais donner quelques titres des romans que vous avez écrits. Il y a La Madone de Notre-Dame, Évangile pour un gueux, qui se passait à Notre-Dame de Paris, et qui étaient des romans policiers, en fait, où on découvrait le fonctionnement de Notre-Dame de Paris, à l'époque évidemment, parce que maintenant c'est un peu différent. Ouais. Oui. Ensuite, Nils, sur lequel on va s'attarder un petit peu, parce que j'ai trouvé quand même pas mal de points communs entre P77 et Nils, même si les histoires sont totalement différentes. Là, dans Nils, c'est une histoire qui se passe effectivement à la Libération et pendant l'occupation, et où on retrouve votre passion du théâtre, puisque c'est deux metteurs en scène qui prennent des choix complètement différents. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu aussi de ce livre-là? Oui. Nils a été un moment dans mon travail d'écriture et dans ma vie où j'avais envie de remettre tout ensemble, c'est-à-dire de réunir finalement ces 15 années passées dans des théâtres, de réunir cette période théâtrale avec mon envie de roman, et même de réunir aussi les deux romans précédents que vous avez cités, c'est-à-dire La Madone de Notre-Dame et Évangile pour un gueux. Il me semble que le mécanisme d'enquête est un levier romanesque extrêmement puissant et extrêmement utile. Et on n'a pas forcément besoin d'être dans une enquête policière pour ça. On n'a pas nécessairement besoin d'avoir une personne assassinée, un policier, un journaliste ou que sais-je.
Niels, c'était un petit peu la synthèse à la fois du côté représentation théâtrale, du côté enquête que j'avais déjà exploré avec mes 2 romans policiers, et puis aussi d'une envie que j'avais d'écrire un roman historique. Et donc, c'est sorti sous la forme de ce roman Niels, qui donc se passe à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire pendant la période de l'épuration. Et en effet, comme vous le disiez, l'histoire, c'est une histoire d'amitié. En fait, elle met en scène 2 hommes de théâtre, Niels Rasmussen, qui, comme son nom l'indique, est danois, et il est metteur en scène. Et quand il était plus jeune, c'est-à-dire avant-guerre, il est venu à Paris par passion du théâtre, parce que c'était un grand admirateur de Louis Jouvet. Et en arrivant à Paris à la fin des années 30, il a rencontré un jeune auteur de théâtre qui s'appelle Jean-François Canonnier. Et ils ont sympathisé. Et ensemble, à la fin des années 30, ils ont monté plusieurs pièces ensemble. Et surtout, ils ont noué une amitié artistique extraordinaire. Alors, 1940 arrive, la France est envahie, le Danemark est envahi. Niels va retourner dans son pays et là-bas, il va devenir résistant, il va devenir un héros. Et à la fin donc, de l'occupation danoise, le Danemark est l'une des toutes dernières zones en Europe à être encore occupée par l'Allemagne nazie, Niels va recevoir un courrier anonyme qui lui annonce que cet ami dont je vous parlais, Jean-François Canonnier, est sur le point d'être jugé à Paris pour fait de collaboration et qui risque la peine de mort. Et donc Niels, qui a ce statut extraordinaire de héros au Danemark, va cependant quitter son pays et donc d'une certaine façon renoncer à recevoir les lauriers de la gloire et éventuellement à s'engager en politique. Et il va traverser l'Europe en ruine et il va arriver à Paris pour justement mener un mécanisme d'enquête, mais pas d'enquête policière, on pourrait dire une enquête quasiment amicale en fait, c'est-à-dire qu'il va essayer de comprendre pourquoi son ami Jean-François s'est corrompu pendant l'occupation et qu'est-ce qui l'a fait basculer du côté obscur et du côté de la collaboration. Voilà, donc ça c'était pour la présentation de vos précédents romans. Maintenant, on va passer au vif du sujet, à Opus 77, où on retrouve ce côté un peu enquête psychologique quelque part, où Ariane, donc le personnage de la narratrice, se pose des questions sur les intentions de son frère, tout comme dans Niels. Niels s'interrogeait sur Jean-François. Alors, est-ce que vous pourriez faire un très rapide résumé d'Opus 77 pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, ou alors ceux qui l'ont lu il y a déjà un peu longtemps et qui ne se souviennent plus forcément ni des personnages, ni du contexte? Alors, Opus 77, c'est 2 choses. C'est une histoire de musique et une histoire de famille. Et les 2 sont vraiment totalement entrelacés. La musique classique, on va dire que c'est le décor du roman et c'est ce qui me permet de mettre mes personnages dans des situations extrêmes. Puisque, en fait, c'est l'histoire d'une famille et tous les membres de cette famille sont des solistes de classe internationale. Et donc des artistes très engagés dans leur carrière et leur vie se confondent avec tous les excès aussi que ça peut comporter. Et donc cette famille, c'est la famille Clessens. Le père, donc, qui s'appelle Clessens, on n'aura jamais son prénom, est chef d'orchestre. Il dirige l'orchestre de la Suisse romande à Genève. L'essentiel de l'histoire se passe à Genève. C'est donc un homme de pouvoir. C'est quelqu'un qui a la possibilité de faire ou défaire une carrière de soliste ou une carrière de musicien au sein de son orchestre. Et le problème de Clessens, c'est qu'il a justement un peu de mal à mettre une frontière, à mettre la barrière entre le professionnel et le privé. C'est-à-dire que ces rapports de pouvoir, les rapports de force même qu'il exerce vis-à-vis de son orchestre, il les exerce aussi au sein de sa propre famille. Et ce d'autant plus que donc, sa famille, c'est une famille de musiciens. Clessens s'est marié à une jeune chanteuse lyrique qui s'appelle Yael, qu'il a rencontrée en Israël. Et Yael a 20 ans de moins que lui, c'est-à-dire que quand Clessens rencontre Yael, lui a 40 ans passés, il est déjà un artiste reconnu, alors qu'elle a 20 ans en fait, et elle termine le conservatoire de Tel Aviv. Et il y a cette espèce de coup de foudre qui se passe entre l'homme déjà un peu mûr et la toute jeune femme. Et Clessens va ramener Yael en Europe. Bien sûr, Yael le suit par amour, mais on peut supposer aussi qu'elle le suit en partie avec l'espoir, en tant que jeune chanteuse, de chanter sur les scènes européennes, en particulier parce qu'elle se marie à un chef d'orchestre.
Donc encore une fois, ce personnage qui a la possibilité de faire ou défaire sa carrière de chanteuse. Et c'est le premier grand mystère de ce roman. La carrière de Yaël ne va jamais décoller et au contraire, elle va même au fil des années cesser de chanter et sombrer totalement dans le silence. Alors, Yaël et Clessins ont eu ensemble 2 enfants et je termine avec la présentation de cette famille. Il y a David qui est le grand frère et qui est violoniste, un violoniste extrêmement doué, c'est peut-être même l'artiste le plus doué de la famille, mais il est aussi très introverti. Donc on peut dire qu'il a des problèmes à s'extérioriser, des problèmes relationnels. Et puis la petite sœur, c'est Ariane, et Ariane est pianiste, très douée aussi, rousse, et en fait le roman démarre par la fin, on va dire, c'est-à-dire par la mort du père, par la mort de Clessins. Donc le début du roman, c'est l'enterrement du père, et vous avez Ariane dans l'église au moment de la cérémonie des funérailles, qui est au piano, et on lui a demandé de jouer un morceau au piano en hommage à son père. Et on s'attend à ce qu'elle joue un morceau de circonstance. Or, elle ne va pas du tout jouer ça, elle va jouer l'opus 77 de Shostakovich, qui donne son titre au roman. Et cet opus 77, en réalité, c'est un concerto pour violon. Et ce faisant, donc en jouant ce concerto pour violon au piano, c'est-à-dire concrètement au piano, elle joue la partie orchestrale et elle laisse des blancs quand c'est au violoniste de jouer. Ce faisant, elle ne fait que mettre en lumière l'absence de son grand frère David, qui est absent à l'enterrement de son propre père. Ce qui en dit assez long sur les rapports familiaux. Tout à fait, parce que c'est effectivement une histoire de relations familiales. Bon, il y a aussi une dimension artistique, comme vous l'avez dit, il y a aussi une dimension politique, on y reviendra peut-être un peu après. La première question qui me vient, c'est de vous demander comment vous est venue l'idée de cette histoire et comment vous êtes rentré dans la psychologie, dans les relations de ces personnages, qui sont des relations et des psychologies quand même assez peu banales. Oui. Il y a toujours plusieurs choses, en fait. C'est comme s'il y avait plusieurs étincelles en même temps qui mettaient le feu à une envie d'écrire un roman. La première envie, c'était une passion pour le violon, tout simplement. C'est quelque chose qui m'est venu à peu près au moment où je m'engageais professionnellement dans le théâtre, c'est-à-dire vers l'âge de 25 ans. J'ai découvert aussi la musique classique et le violon en particulier. Et ça a été une découverte extraordinaire. Et en particulier ce concerto pour violon de Shostakovich dont je parlais, donc le fameux opus 77, qui est un concerto que Shostakovich a écrit à la fin des années 40. Il l'a écrit en secret. Il l'a écrit en secret parce qu'à l'époque, Shostakovich était interdit de musique, en fait interdit de concert, par Staline en personne, parce que Staline n'aimait pas sa musique. Et donc, pendant des décennies, en fait, Shostakovich a alterné les périodes d'ombre et de lumière, c'est-à-dire les périodes où il était tantôt porté au nu par le pouvoir soviétique et tantôt, littéralement, interdit de musique. Donc, il écrit ce concerto à la fin des années 40, à une période où il est vraiment au fond du trou. Et on entend ça très bien dans ce concerto, c'est-à-dire que le violon est un instrument qui cherche désespérément à faire entendre sa voix très menue, très fluette, au milieu d'un orchestre qui est très puissant, qui est très chargé en basse et qui pourrait symboliser justement le pouvoir de la dictature stalinienne. Donc c'est un concerto qui raconte une histoire. Et donc pendant des années, j'ai eu envie d'écrire un roman sur ce concerto, mais j'avais pas tellement envie que ce soit un roman biographique sur Shostakovich par exemple. Je voulais vraiment utiliser les outils du romancier, c'est-à-dire avoir des personnages et une intrigue, non pas pour faire le commentaire de ce concerto, mais plutôt pour exprimer l'émotion que moi j'avais eue à l'écoute de ce morceau de musique. Et donc je l'ai fait à travers, pour le coup, l'invention de personnages, c'est-à-dire ces personnages de la famille Clessins. Le concerto de Shostakovich dont je vous parle, c'est un concerto qui constitue une forme de bascule dans le destin de ces 4 personnages et dans le destin de cette famille, en fait. Donc voilà, l'envie de départ, elle est vraiment sur ce concerto-là et sur l'envie finalement d'arriver sur ce défi de traduire la musique en mots, de traduire l'émotion musicale en mots. Très bien. Et donc,
pour revenir aux personnages, notamment au personnage de David, mais pas seulement, en fait, David et Ariane vont s'opposer quelque part dans leur choix artistique. David refusant de rentrer dans un système qui lui correspond pas, ou en tout cas qui l'associe peut-être aussi à son père, qui lui est devenu le maître de système, qui contrôle très bien comment faire valoir son image, et Ariane, à l'inverse, qui accepte plus peut-être les compromis, en tout cas qui accepte de faire sa propre publicité ou ce genre de choses. Et on a l'impression que David le fait par une espèce de volonté de pureté artistique. Oui. Je voulais savoir ce que ça signifiait pour vous, cette pureté artistique, en tant qu'écrivain, puisque vous êtes écrivain, mais aussi en tant que spectateur, que simple lecteur, ou est-ce que c'est une notion qui vous parle vraiment? C'est une question qui est vraiment au centre du roman, c'est vraiment le thème principal, et moi je suis tenté de dire que Ariane et David constituent les deux faces d'une même médaille en fait, c'est-à-dire que vous avez la face sombre qui serait David, et vous avez la face lumineuse qui serait Ariane. Et quand je dis lumineuse, c'est vraiment au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'Ariane a accepté l'idée de se mettre dans la lumière et de devenir une star de la musique classique, alors que David, au contraire, au moment de basculer dans le succès, lui va faire un pas en arrière et va littéralement devenir une espèce d'ermite. Il va progressivement renoncer même à jouer du violon. Donc finalement, ce sont face à un même choix, on pourrait dire face à un même embranchement, comme vous disiez, hein, le frère et la sœur font des choix radicalement différents. Or, ce qui les unit quand même, c'est cet amour fraternel qui est très fort entre les deux, qui pourrait presque par moments dans le roman paraître même un peu incestueux, mais c'est un amour qui est d'une pureté inouïe, et c'est ce qui les réunit toujours. Et en fait, on a l'impression que Ariane s'est perdue dans le succès, et que David s'est perdu dans le silence. Et la seule manière qu'ils ont de se reconnecter à eux-mêmes, et tout simplement peut-être de ne pas devenir complètement dingue, c'est justement de rester connectés entre frères et sœurs. Cette relation fraternelle, elle est aussi une manière de résister à cette cellule familiale qui est une sorte de mini-dictature en fait. C'est très présent dans le roman, il y a des allers-retours quasiment constants entre la cellule dictatoriale de la famille Clessens et puis la dictature soviétique telle qu'a pu la vivre Shostakovich. Et finalement, on réalise que c'est un petit peu le même mécanisme, que ce soit à l'échelle d'un pays continent comme l'URSS ou d'une famille. Dans les deux cas, on a ce personnage du dictateur, Staline ou Clessens, le père, et face à lui, face à cette dictature, on a en effet deux enfants assez purs. On pourrait même rajouter un troisième personnage, celui de Shostakovich, qui avait des manières d'enfant en fait. Il parlait un petit peu comme un enfant, il bégayait beaucoup. Il y a cette idée de l'artiste assez pur qui trouve le moyen de résister à la dictature à travers la création artistique. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a la question du succès. Est-ce qu'on reste pur une fois qu'on a atteint le succès? Enfin voilà, ce sont des questions de l'image et du succès qui traversent le roman tout du long. Ils sont très présentes et en même temps, dans le roman, on a l'impression que la musique, c'est à la fois leur échappatoire, mais c'est aussi ce qui les enferme, parce que ça les oblige à répéter sans cesse, ça les oblige à être les meilleurs, à ne pas avoir de vie autre que musicale. Oui, ça faisait partie de l'envie de départ, de mettre vraiment des personnages dans des situations assez extrêmes, dans des situations très entières, et c'est probablement aussi l'une des raisons qui m'ont fait choisir la musique classique, justement, comme décor du roman. On a en général des jeunes musiciens qu'on met devant un piano ou à qui on met un violon entre les mains. Ce sont des tout jeunes enfants de 5-6 ans en général, et s'ils ont à la fois la grâce ou le malheur d'être doués, ils ne vont plus connaître que ça. Ce qui veut dire qu'ils ont cette forme de jouissance extraordinaire de jouer à très haut niveau, mais il y a aussi une grande part de solitude dans ces trajectoires d'enfants et d'adolescents. Et ça fait qu'on est dans des histoires, dans des trajectoires et dans des destins qui sont très excessifs. Pour préparer le roman, j'ai discuté avec pas mal de musiciens
à vrai dire deux en particulier, deux musiciennes, une violoniste qui s'appelle Solène Païdassi et une pianiste qui s'appelle Laure Favre-Cane, je les remercie à la fin du roman. Et toutes les deux m'ont vraiment parlé de ce côté très solitaire qu'ont les solistes internationaux, pas tellement les musiciens d'orchestre, mais vraiment les solistes, et justement ce côté très extrême qu'on peut avoir, à la fois dans la joie, mais aussi parfois dans la grande solitude qu'on peut connaître. Voilà, donc ces témoignages-là m'ont énormément servi pour nourrir, pour donner chair à mes personnages, justement parce que c'était l'envie de départ, elle était là, c'était de dépeindre des personnages très excessifs dans leur amour de la musique et aussi dans leur amour, par exemple dans l'amour fraternel que je décrivais tout à l'heure entre David et Ariane. Très bien, merci. Et comme il s'agit de musique, moi je me demandais aussi comment la musique a changé votre écriture ou comment vous avez adapté votre écriture au fait d'écrire sur la musique. Notamment, le chapitrage de votre roman reprend l'opus 77 de Shostakovich. Donc, il y a certainement une obligation de changer ou de transformer son écriture pour avoir un aspect plus musical, peut-être. Alors oui et non, parce que cet aspect très musical, c'est un peu cliché, mais de l'écriture, moi je l'avais déjà dès le théâtre en fait, puisque justement le théâtre, enfin le dialogue théâtral peut être considéré comme une espèce de partition musicale où le comédien est une espèce d'instrument en fait qui doit faire résonner la partition écrite par le dramaturge. Et donc ça fait très longtemps que je travaille sur un style assez musical, sur la rime, sur la rythmique, etc. Mais comme beaucoup de romanciers évidemment. Après, vous avez raison de dire que la structure du roman est très importante aussi. Et il se trouve que comme je voulais justement retranscrire cette émotion liée au concerto de Shostakovich, j'ai choisi de reproduire les 5 mouvements du concerto de Shostakovich dans mon roman. C'est-à-dire que le concerto est divisé en fait en 4 grandes parties, plus, vous savez, ce qu'on appelle la cadence, c'est-à-dire ce grand solo réservé aux violonistes et qui, dans le concerto de Shostakovich, est vraiment une partie en soi, c'est quasiment un Himalaya en soi. Et donc, il y a 5 grandes parties dans ce concerto. Et bien, dans le roman, je respecte aussi les 5 parties, donc qui reprennent les titres aussi des parties du concerto de Shostakovich. À titre d'exemple, le premier mouvement du concerto, ça s'intitule Nocturne. Et en effet, c'est un mouvement très sombre, très chargé en basse, très pompeux. Et moi, ma première grande partie dans le roman s'intitule aussi Nocturne, et elle commence par justement l'enterrement du père. Donc, il y a quelque chose qui relève aussi du cérémonial. C'est quelqu'un de connu, de célèbre, de prestigieux qu'on enterre. Et donc, il y a à la fois le côté très sombre de la mort, de l'enterrement, mais il y a aussi le côté cérémonial, puisque dans cette grande basilique genevoise, c'est toute la bourgeoisie genevoise qui est là, et l'orchestre de Suisse romande est là au grand complet pour enterrer son chef d'orchestre. Et puis, à travers la figure de Shostakovich en tant qu'écrivain, il y a aussi une réflexion sur la politique. Vous en avez déjà parlé, mais Shostakovich, il fait face à Staline. On retrouve d'ailleurs cette dimension-là un peu enfin, même totalement dans Niels, puisque les Jean-François et Niels se retrouvent face aux occupants allemands et doivent faire des choix. Ouais. Pour vous, quelle relation doit entretenir l'art et la politique, si jamais il y a des relations à avoir? Dieu sait s'il y en a, mais la grande... Parce que si on prend l'exemple de l'URSS, il n'y a pas eu que Shostakovich à être le jouet de Staline. Il y a eu aussi beaucoup de poètes, d'écrivains, de peintres. L'art était totalement sous la botte du dictateur. La grande question derrière, puisque moi je viens quand même d'un pays qui est une grande démocratie et je n'ai jamais connu ni vraiment de guerre, ni de conditions de vie dans une dictature. La grande question, c'est la question de la pureté de l'artiste et des choix moraux qui finalement sont un peu les mêmes qu'on retrouve justement dans Niels. On en parlait tout à l'heure. Comment fait-on pour, par exemple, faire connaître son travail et parfois devoir jouer avec les institutions, avec les pouvoirs politiques, sans jamais perdre, sans jamais dévier de sa trajectoire, sans jamais perdre une forme de pureté? C'est une question que je pose et je m'interroge constamment. Et finalement, le fait d'écrire un roman ou 2 romans ou 3 romans sur la question, ça me permet aussi d'y réfléchir. J'arrive jamais à des réponses définitives.
là-dessus, mais je pense que de roman en roman, ça me fait avancer aussi dans la propre image que je peux avoir de moi-même en tant qu'écrivain et artiste, et ça me fait avancer aussi dans la place que je cherche à occuper en tant qu'écrivain dans la société. Et c'est une question qui se pose, à votre avis, encore aujourd'hui, dans des régimes qui sont quand même moins oppressifs que les nazis ou que le régime stalinien? Bien sûr, mais y compris dans des grandes démocraties comme la France aujourd'hui, on a des systèmes oppressifs. On a des systèmes dictatoriaux, par exemple la dictature de la grande consommation aujourd'hui, la dictature de la consommation. C'est quand même une question qui se pose justement à l'écrivain et à l'artiste en général. Jusqu'où doit-on aller pour trouver le succès? Jusqu'où doit-on aller pour que son roman figure en tête de gondole dans les hypermarchés? Est-ce qu'il faut adapter sa manière d'écrire ou pas? Enfin, voilà. Donc, ce sont des questions qui se posent tout le temps, évidemment avec plus ou moins de noirceur ou avec un côté plus ou moins dramatique, évidemment. Shostakovich, littéralement, en URSS, jouait sa vie. Hein. Il faut savoir que quand il a eu le malheur d'écrire un opéra qui a déplu à Staline, ensuite il a été menacé de déportation au goulag. Et pendant des années, il s'est couché le soir tout habillé avec une valise prête sous son lit parce qu'il pensait qu'on allait venir l'arrêter. Et il y avait en effet un dossier sur lui, il était prévu qu'il soit déporté. Il n'a pas été déporté parce que l'officier de police qui devait se charger de son dossier a lui-même été exécuté. Donc on est à la fois dans des situations absurdes et tragiques qu'on ne connaît pas dans la France d'aujourd'hui. Mais il me semble quand même que le travail de l'écrivain et de l'artiste en général, c'est justement d'essayer de trouver des équivalences tout le temps entre un thème, une intrigue, une histoire qui a pu nous toucher, qui se passe en URSS dans les années 40, et puis le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit. Il me semble que le roman ou l'œuvre d'art en général est réussie à partir du moment où elle est universelle. C'est-à-dire, à partir du moment où on arrive à être touché par un personnage qui vit en URSS dans les années 40 ou un personnage qui vit dans le sud des États-Unis dans les années 20, ou etc. etc. Ce qu'on cherche avant tout dans l'écriture, mais aussi évidemment en tant que lecteur, c'est à trouver des connexions entre les époques, entre les pays, entre les cultures. Et en ce sens, évidemment, l'art en général et la littérature en particulier sont des liens, je dirais même des liants en fait, entre les époques et entre les personnes. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Vous voyez, même quand on est confiné, on essaie de créer des liens par le biais de la technologie. Très bien, merci beaucoup. Alors j'aurais une dernière question ou deux dernières questions sur la documentation, parce que c'est quand même un livre qui est très documenté. Alors, sur la musique évidemment, sur Shostakovich, sur donc, le régime de Staline, où on retrouve aussi Krikorian, bon, je ne développe pas, ouais. Sur tout un tas de sujets. Comment vous êtes documenté et comment cette documentation vous a aidé, ou à l'inverse, ça a pu être aussi un frein à votre imagination, à ce que vous aviez envie d'exprimer? Alors, par rapport à Niels, par exemple, qui est vraiment un roman historique où la part de documentation avait été énorme, c'est-à-dire j'ai passé plus d'une année vraiment à vivre en bibliothèque pour préparer Niels avant de l'écrire. Là, on peut dire que la documentation sur Opus 77 a été plus, comment dirais-je, plus sensible, plus humaine, c'est-à-dire qu'elle a consisté à rencontrer des gens, en fait. Bien sûr, j'ai beaucoup écouté de musique, je suis allé à beaucoup de concerts, j'ai essayé de noter un maximum de choses qui pourraient m'être utiles, notamment pour les scènes de concert, parce qu'il y en a un certain nombre dans mon roman. Mais je crois que ça s'est surtout fait à travers des rencontres. Donc, c'est des rencontres en amont, préliminaires, c'est-à-dire avec Solène Païdassi et Laure Favre-Kahn. Hein, c'est deux solistes qui m'ont beaucoup nourri et que je remercie encore. Mais ce qui est beau, c'est que les rencontres ont continué après l'écriture du roman, c'est-à-dire elles ont continué, par exemple, quand j'ai fait des rencontres en librairie, j'ai eu des très très belles rencontres. Il y a eu plus d'un libraire qui a organisé des séquences musicales pendant les rencontres en librairie. Donc j'ai eu l'occasion de découvrir des musiciens extraordinaires, comme une violoniste incroyable qui s'appelle Elsa Grater, par exemple, et qui m'a fait le très grand plaisir de venir jouer un long extrait du concerto de Shostakovich pendant une rencontre que j'ai faite en librairie. Donc c'est comme si
mon livre avait ensuite été un objet d'échange entre musiciens et lecteurs. Dans une autre rencontre en librairie, j'ai aussi rencontré un chef d'orchestre qui m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit, mais les techniques d'enseignement de Krikorian, vous en parliez très rapidement, il y a un personnage de vieux professeur dans le roman, de vieux professeur de violon qui s'appelle Krikorian. Eh bien, ce chef d'orchestre que j'ai rencontré, il enseigne la direction d'orchestre au Conservatoire de Lausanne. Et il m'a dit, tiens, les techniques d'enseignement du vieux Krikorian, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me demande si je ne vais pas en appliquer quelques-unes dans mon enseignement à Lausanne. Et vous voyez, ça, c'est très gratifiant et c'est très intéressant quand un roman, finalement, bascule un peu plus dans la réalité et n'est plus seulement de la fiction, mais commence à s'ancrer dans la réalité. Et quand finalement, un chapitre qui est totalement inventé permet à un professeur, à un enseignant de direction d'orchestre dans la vraie vie, de s'en inspirer pour enrichir son enseignement. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, je voulais juste, peut-être avant de passer la parole à Pierre-Olivier ou à Béatrice qui peuvent nous rejoindre, ou à Aude qui a peut-être des commentaires dont elle pourra nous faire part. Moi, je voudrais juste témoigner du grand plaisir que j'ai eu à lire ce livre. Insister, et ça vous l'avez fait, mais je trouve que c'est très très beau dans le livre j'ai bien aimé l'expression que vous avez eue sur c'est le vers et l'envers de la même pièce entre David et Ariane, c'est-à-dire la façon dont au départ ils sont dans des destins qui semblent tellement différents l'un de l'autre, et puis à travers la quête que fait Ariane de son frère, on se rend compte de la faille que chacun des personnages a, et ils ne sont pas si sûrs de leur choix, et on peut même imaginer qu'ils fassent dans une vie future un concert ensemble. Enfin, je ne sais pas, mais on peut tout imaginer de ces relations complexes entre le frère et la sœur. Et puis aussi quand même la construction dramatique. Bon, vous avez été auteur de romans policiers, vous le serez peut-être de nouveau, je ne sais pas, mais sur la gestion du temps entre deux moments de concert qui sont le concours Reine-Élisabeth dans lequel David participe. Et donc ce concert qui est interrompu, et quelque part on se demande ce qui a pu se passer et comment, et c'est quelque part une interrogation qui nous poursuit tout au long du roman jusqu'au moment où on a la réponse. Et puis ce concert ce morceau, cet opus 77 que joue Ariane lors de la cérémonie, qui lui aussi est interrompu en quelque sorte. En tous les cas, l'évolution du personnage se manifeste complètement dans ce. Donc à la fois un roman qui vous prend par l'émotion et qui vous fait réfléchir. Donc voilà, c'était un grand plaisir. Alors merci. Pendant ce temps, est-ce que Béatrice, vous avez une question ? Je pense que là, on a répondu à beaucoup de mes questions. Donc, moi, j'ai effectivement lu ce livre comme si j'écoutais un concert. Pour moi, j'ai assisté à un concert. J'ai passé un moment vraiment superbe. Tout y était et c'est vrai. Alexis l'a bien décrit, c'est qu'on a vraiment les cinq mouvements. Enfin, je l'ai vécu comme ça, et les personnages très complexes, donc qui donnent cette partie un peu noire, mais enfin. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce livre, voilà. Et toutes les questions que j'avais à poser, elles ont été posées avant moi et j'en ai eu les réponses, donc ça me va parfaitement bien. Bon. Alors, je prends la parole. Je ne sais pas si on m'entend. Je prends la parole parce que Pierre-Olivier avait une question très intéressante qu'il a posée dans les commentaires sur Facebook. Donc, je ne sais pas si Pierre-Olivier a le micro. Pierre-Olivier, je ne sais pas s'il est encore là. Bon, je vais poser sa question. Non, on n'arrive pas à l'activer. On n'arrive pas à l'activer, pas de problème. Donc, il trouvait votre réflexion intéressante sur le rôle de l'écrivain qui assume une voix, qui assume un ton et qui s'émancipe des propos faciles et un peu téléphonés. Et il se demandait s'il n'y avait pas un meursault en vous.
Je ne sais pas. C'est difficile de répondre à cette question. Je crois que on a tous un parcours d'écriture avec un certain nombre de racines, de bases, d'inspiration. Camus en fait partie. Vous savez, je suis très sensible au discours. Vous savez ce qu'on appelle le discours de Stockholm, c'est-à-dire le discours de réception du Nobel de Camus, où il parle justement du rôle de l'artiste et où il dit que le rôle de l'artiste, justement, c'est d'être vraiment parmi les gens, c'est-à-dire surtout de ne pas être à part, surtout de ne pas se considérer à part et encore moins au-dessus. Et il dit, parfois on embrasse l'activité ou la carrière d'artiste parce qu'on se sent un petit peu à part, et très vite on réalise que si on reste à part, on va s'assécher. Et au contraire, il faut absolument rester parmi les autres humains, rester en compagnie humaine pour pouvoir se nourrir des autres. Et ça, c'est quelque chose de très important qui est très présent dans toute son œuvre et qui me semble être l'une, vous savez, de ces grandes leçons romanesques qu'on doit toujours garder en tête quand on travaille sur ce matériau humain et quand on écrit des romans. C'est aussi finalement ce que dit Georges Simenon. Moi, je suis un grand admirateur de Simenon, c'est-à-dire sa capacité à bâtir un personnage en quelques phrases. Et lui, sa grande phrase, c'était se mettre à hauteur d'homme. Et finalement, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire ne jamais juger les personnages qu'on est en train de créer, mais au contraire se mettre à leur hauteur et essayer de les comprendre. Comprendre sans juger, ça aussi, c'est l'une des grandes phrases de Camus dans son discours de Stockholm. Comprendre sans juger, c'est aussi ce que fait Simenon, et il me semble que c'est la grande mission du roman. Le roman n'est pas une cour d'assises. Ça, c'est justement très présent dans Niels, justement parce que c'est un roman de cour d'assises. C'est un roman où il y a un certain nombre de scènes de procès où on va juger un collaborationniste. Et moi, mon travail d'auteur dans ce roman-là, ça a été justement de ne pas juger Jean-François Canonnier, le collaborationniste, mais d'essayer de comprendre pourquoi il avait basculé du côté obscur des choses. Ça ne veut pas dire que je l'excuse, hein, on est bien d'accord avec ça, je pèse bien mes mots. Comprendre, ça ne veut pas dire excuser, mais le rôle du romancier, c'est certainement pas de juger. Éventuellement, le lecteur peut juger, mais le romancier, s'il commence à juger ses propres personnages, c'est terminé, il ne peut plus faire son travail de romancier, justement. À ce moment-là, il commence à bâtir des clichés sur pattes, mais plus des personnages avec de la chair. Ça, c'est aussi quelque chose qui me vient. Je reprends toujours un petit peu le même genre d'inspiration, hein, je redis toujours la même chose. Quand j'étais à l'école de théâtre, donc il y a 20 ans, on avait eu la chance de faire une rencontre, d'aller voir une pièce avec Michel Bouquet, qui jouait dans une pièce de Thomas Bernhardt. Et il y avait une rencontre après la pièce, où on pouvait lui poser des questions. Et donc Michel Bouquet, dans cette pièce-là, jouait le rôle d'un officier SS, un ancien officier SS. Et donc l'une des questions, ça a été comment avez-vous travaillé sur ce personnage de salaud, en fait, comment avez-vous endossé l'uniforme SS? Et Michel Bouquet disait, moi j'ai essayé de comprendre mon personnage sans jamais le juger, parce que si je commence à juger le personnage que j'incarne, je vais faire une caricature de nazi, comme on en voit dans les mauvais films sur la Seconde Guerre mondiale, quoi. Et ce qui est intéressant, et là où il y a toujours un lien justement d'artiste à artiste, c'est que Michel Bouquet, quand il était tout jeune, a été quand même un grand ami de Camus. Et finalement, cette phrase que moi j'ai entendu dire par Michel Bouquet quand j'avais 25 ans, comprendre sans juger, en fait, elle venait d'Albert Camus. Et Bouquet l'avait certainement reçue de Camus. Il y a toujours une histoire de relais comme ça. Alors, j'ai une question de Pierre-Olivier, je ne sais pas pourquoi nous ne le voyons pas, mais il me donne sa voix dans les commentaires, qui demande, au-delà du chapitrage qui donne un tempo, est-ce que vous écrivez en musique? Il entend par là avec un fond sonore instrumental sans parole afin d'avoir un tempo, un souffle, un allant. Quand je travaille, vous voulez dire? Oui. Et alors, question qui rejoint celle-là. Est-ce que vous proférez, en tant qu'homme de théâtre, aussi à voix haute les phrases que vous avez rédigées?
Alors, première chose, non, je n'écris pas en musique. Je cherche vraiment le calme et le silence, qui est parfois un peu difficile à trouver en milieu urbain. Dieu sait si le concerto de Shostakovich, je l'ai entendu et vu, évidemment, dans tout un tas de versions. Mais ensuite, non, quand j'écris, j'essaie vraiment justement de trouver mon propre rythme, ma propre musique, et d'être aussi dans une forme de souffle, d'élan. Le roman, pour moi, c'est vraiment une question d'élan et de souffle. C'est pas, si je devais comparer à d'autres arts, c'est pas tellement la photographie ou la peinture, ce serait davantage le cinéma, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une idée de mouvement et de souffle qui doit traverser tout le roman et qui doit aussi donner envie au lecteur de tourner la page. Hein. Après, est-ce que je lis à haute voix? Non. Mais vraiment, je travaille sur la musicalité en relisant. Pour moi, c'est vraiment l'image quand j'écris c'est une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais d'une longue chevelure, et on doit passer un peigne, vraiment. Et au début, il y a toujours des nœuds comme ça. Et donc, au début, le peigne reste en haut de la chevelure, si vous voulez. Il faut que je fasse rentrer ma main dans le cadre. Le peigne reste en haut de la chevelure, et puis petit à petit, les nœuds se défont. Et on arrive finalement à une chevelure totalement lisse et démêlée et dénouée. Un texte romanesque, c'est exactement la même chose pour moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis arrivé à la fin du premier jet, il y a quelque chose qui me rassure déjà, c'est que je suis arrivé au bout. Mais on va dire qu'à partir de ce moment-là, la moitié du travail est faite à peu près. Et qu'ensuite, justement, il s'agit de prendre le peigne et de rentrer à chaque fois de plus en plus dans le détail du texte, dans la chair du texte, pour tout démêler, pour arriver à quelque chose de parfaitement fluide à la fin. Pierre-Olivier me dit en direct, bref, Alexis, c'est une force qui va. Annonce ça c'est Hernani, oups. Bon, je sais pas bien. le charme du direct. Pour ma part, j'ai pas particulièrement de questions dans les commentaires. En revanche, il y a beaucoup de lecteurs, spectateurs qui sont très heureux de nous voir, à la fois les libraires et la littérature vivante avec vous, Alexis. Donc ça, c'est extrêmement agréable. Le temps du confinement a donné aussi l'occasion à certains de nos lecteurs de faire la playlist d'Opus 77 et de la partager avec nous sur les réseaux. Donc voilà, chacun a été imaginatif et créatif. Donc ça, c'est vraiment, vraiment agréable. Et les commentaires étaient enthousiastes. Nous avons été jusqu'à 50 à regarder cette rencontre ensemble. Donc voilà, pour ma part, je pense que je n'ai pas d'autres interventions à faire. Fabrice, Vincent, je m'efface. La voix off s'en va. Moi, ce que je peux... si Vincent, tu n'as rien à rajouter particulièrement. Mais... pareil, je remercie ceux qui nous ont regardés. Je remercie Alexis d'avoir participé. J'ai trouvé ça très agréable. J'ai vraiment apprécié cet échange. Mais... Et pour moi aussi, c'était la première fois que je faisais ça par Zoom. Facebook. Bon. Zoom. Donc voilà, éventuellement à refaire un jour, on ne sait pas. Écoutez, en tous les cas, vous avez parlé de démêler les cheveux. Vous avez peut-être aussi une vocation à la fin du déconfinement de faire coiffeur pour nous permettre de retrouver une forme à peu près humaine. On commence tous à en avoir besoin, c'est ça. Voilà. Ce que je voulais juste dire, c'est au niveau du planning du prix, c'est clair qu'on va s'adapter. Ce que je peux vous dire, on a priori décidé, s'il n'y a pas d'obstacle technique, et je vous le dis aussi, Alexis, puisque la remise du prix était prévue le 10 juin, et qu'on considère quand même que ce n'est pas réaliste d'imaginer de réunir 300 personnes le 10 juin, compte tenu des règles sanitaires qui devront toujours continuer, a priori, à s'appliquer à ce moment-là. Donc, on a décidé deux choses. La première, et puis il y avait aussi le problème de l'approvisionnement en livres. Les gens ont eu un peu de mal à avoir 6 livres s'ils ne les avaient pas achetés ou échangés dans l'intervalle. Donc, la décision qui est ferme, c'est de reporter la date du vote. Et a priori, ce sera le 7 juin, c'est-à-dire le jour de la fête des mères. Pour vous, le jour de la fête des mères à minuit, les votes seront enregistrés et on fera une remise du prix. Alors,
Alexis, ce sera virtuel aussi, alors selon une forme un peu différente de celle-là qui va s'élaborer, mais en fait on fera plusieurs petits films qui déboucheront sur la remise du prix de manière virtuelle a priori. Et puis on aura, on l'espère, à la rentrée l'occasion de se revoir tous en chair et en os. Voilà. Écoutez, moi c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Merci encore à tous. Merci Alexis, merci Thibaut, merci Béatrice, merci Pierre-Olivier, merci Vincent, et puis voilà. À très bientôt à tous. À bientôt, merci à tous, merci Thibaut. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.